Bonjour à tous. Bonjour à tous. Voici enfin en live après quelques problèmes techniques. Et donc, nous sommes avec 3 des gagnants de la protozone des années 2017, non 16, 18 et 19. C'est bien ça? Oui. 18 et 19, c'est bien ça? Alors, nous avons en 2016 Brian Angeli qui a gagné. Puis en 2018, c'était donc Guillaume Sanchez. Et l'année passée, Axel Kremer. Est-ce que vous pourriez peut-être nous en dire plus sur vous? Oui, eh bien, donc moi, comme on l'a dit, c'est Brian Angeli. J'ai participé à la protozone du BGF 2015, quand c'était pas encore au cinquantenaire, et à la première protozone avec concours au cinquantenaire en 2016, où j'ai eu le plaisir de gagner un prix avec mon jeu Altigène, dont j'expliquerai un peu plus tantôt quand on aura l'occasion. Oui, et puis mon collègue Guillaume. Guillaume, bonjour à tous. Tour de ouais, j'ai fait le jeu The Last Scavengers et n'a pas été développé encore, mais je me suis vraiment éclaté. On en parlera. Je ne sais pas si c'est moi, mais Guillaume, je pense qu'on n'entend pas très très bien en fait. Et maintenant, tu m'entends mieux? On t'entend beaucoup mieux. Oui. Beaucoup mieux. Okay. On t'entend beaucoup mieux. Oui. Okay. Du coup, je ne sais pas si tu veux répéter ce que tu disais. Moi, je ne t'ai pas entendu personnellement. Ah, ok. Bon, je suis Guillaume, lauréat du Meeple Peace 2018 au BGF Bruxelles Game Festival. C'était ma première expérience de festival, première expérience de développement de jeu. C'était vraiment super fun. J'en suis resté au prototype, mais j'ai vraiment adoré toute cette expérience. Ok, bah, salut tout le monde. Bon, c'est Axel. Du coup, lauréat 2019 du BGF avec mon jeu Polonoise, que j'ai commencé à développer début 2019 du coup. Et là, on arrive plus ou moins vers la fin du développement. Je suis ce week-end à Orléans. Il y a un festival Orléans Joue 2020. Donc là, j'ai un ami qui s'occupe de la table et qui fait ça bien. Et donc, je suis là avec vous pour un petit moment. Et donc, on arrive vers la fin du développement. Et donc, là, je suis un peu entre deux chaises. Soit on me fait une offre intéressante bientôt. Je parle avec un ou deux éditeurs pour le moment. Ou alors, je me lance dans l'auto-édition du jeu. À savoir que je viens de l'industrie du cinéma, donc tout ce qui est production, etc. Donc, j'ai des compétences, on va dire, qui sont transférables. Et je viens de faire une formation, justement, en marketing digital pour ajouter des cordes à mon arc et voir un petit peu comment faire la promotion d'un jeu correctement, on va dire. Donc, voilà. Right. Letty, tu peux peut-être te présenter et puis je ferai de même. Oui. Donc, moi, c'est Laetitia et donc je gère tout ce qui est animation et culture sur le festival. Et je viens donc aujourd'hui en renfort à Alexis. Bonjour à tous, moi c'est Alexis. Je m'occupe de la protozone depuis 3 ans maintenant. Et en fait, Letty et moi on a un peu une double casquette. En plus de s'occuper du BGF, on fait aussi partie d'un petit groupe de créateurs sur Bruxelles qui s'appelle le CLET, où on se réunit tous les mois, en tout cas maintenant un peu plus virtuellement. Donc si vous êtes sur Bruxelles et que vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. On a une page Facebook, ce sera linké dans les commentaires. Ce que je propose, c'est que si pour le public qui nous rejoint, si vous avez des questions, si vous voulez un petit peu avoir certains renseignements par rapport aux auteurs qui sont là aujourd'hui, n'hésitez pas à poser quelques questions directement dans les commentaires. On les regarde et on sera sûr de revenir sur les différentes questions. Donc, pour entamer ça, je pense que ce serait sympa si vous pouviez un peu nous parler un peu plus en détail de votre jeu, un peu comment ça fonctionne, quels sont les principes. Voilà, vous pouvez, par exemple, je sais pas, on peut commencer par Brian. Oui,
On a l'image ou pas? Ou j'explique comme ça? Je ne sais pas. On se tourne vers Nico de la technique. On va commencer comme ça. Hein. Ouais. Bien, moi, c'était. Ouais. Donc, moi, c'est un jeu que j'ai commencé à développer de nouveau en 2015-2016, l'année où j'ai gagné. Et le principe, c'est un placement d'ouvriers, parce que moi, j'aime beaucoup les placements d'ouvriers dans un monde steampunk. Donc, les ouvriers sont des zeppelins qu'on va pouvoir mettre à différents endroits. Et chaque zeppelin a une vitesse, un chiffre qu'on va placer face cachée à cet endroit. Et l'idée, c'est d'essayer d'aller sur les meilleurs endroits et de deviner quelle est la vitesse des zeppelins des autres pour pouvoir les déplacer à ces endroits. Parce que si on arrive avec un zeppelin plus puissant, plus rapide à cet endroit-là, on va lui chouraver une bonne carte, une bonne action. Et donc l'idée, c'est d'essayer de trouver quelles sont les bonnes actions, de mettre ces vaisseaux à ces endroits-là et de deviner ce que font les autres pour pouvoir essayer de leur faire des petits coups dans le dos et voilà, leur enlever une bonne action. En très résumé. Chouette. J'en profite pour rebondir là-dessus aussi pour dire que tu présentes ton jeu cet après-midi. Oui, tout à fait. Donc en fait, on a une protozone online cette année, étant donné les conditions sanitaires. Donc pour ceux qui nous écoutent, je vous enjoins à venir nous rejoindre à 13h sur le Discord. Le lien sera mis sur Facebook et là, tout vous sera expliqué. On a 2 plateformes de jeu, Tabletopia et Tabletop Simulator. Et donc, Brian et d'autres auteurs sont là pour présenter le jeu et faire une démo avec vous en live. Le lien est déjà dans les commentaires du live si vous voulez déjà le mettre de côté. Guillaume, tu nous parles un peu de ton jeu? Oui, alors ça fait super longtemps que j'ai pas pitché mon jeu, donc je vais essayer d'être le plus clair possible. Mais en gros, le jeu, c'est The Last Scavenger, et toute l'idée est basée plus sur une approche thématique avant d'une approche des règles, en fait. Donc c'est un peu l'univers qui a créé le jeu. Moi, j'adore voyager, explorer le monde, et j'aime bien les science-fiction, j'aime bien les délires références à la Rick et Morty, tout ça, ces univers comme ça, drôles. Et en fait, je voulais créer un jeu avec un plateau et des tuiles où on découvrait Donc on retourne des tuiles et on découvre un monde. Et la thématique, c'est qu'en gros, la planète est sur le point d'exploser, c'est dans le futur. Et en gros, il y a des grosses compagnies, et c'est que des références à des compagnies comme Disney, comme Starbucks et tout ça, qui envoient des scavengers, donc les joueurs, aller récupérer les dernières ressources sur Terre. Et toute l'idée, c'est qu'est-ce qu'on retrouve sur Terre en 2150 ou un truc comme ça, tous les trucs pourris qui sont des objets qui sont utilisés. Et toute la dynamique du jeu, c'est de ramasser des ressources, de découvrir des tuiles, découvrir le plateau qui est mélangé aléatoirement à chaque fois, à chaque partie. Dans l'idée de... Moi, j'aime beaucoup l'aléatoire, le semi-aléatoire, où en gros, on réagit par rapport à ce qu'on découvre, parce que je trouve ça fun. Donc, c'est un jeu qui est beaucoup plus dans le délire que la stratégie long terme. Et c'est la stratégie au tour par tour. Et l'autre aspect du jeu qu'on aimait beaucoup, c'est qu'en fait, c'est une horloge qui guide les tours de jeu. Donc en fait, chaque action et chaque carte qu'on pioche, donc on pioche des cartes qu'on ramasse pour les jouer, etc., coûte un temps de jeu. Et ce qui fait que l'ordre des joueurs change à chaque fois par rapport aux actions qu'on décide de prendre. Plus une action est longue, plus il faudra attendre son tour parce que c'est toujours... ça fonctionne sur l'horloge en fait. Donc selon où on est placé sur l'horloge, on attend que ça soit son tour. Voilà. Ok, chouette. Et donc toi, tu as eu une approche un peu plus, disons, thématique, où c'est vraiment la thématique qui t'a inspiré le jeu plutôt que de partir sur des mécaniques à la base. Bah, à la base, c'était ensemble. C'était vraiment ensemble. C'était assez similaire. C'était, ouais, j'ai envie de faire un jeu post-apocalyptique où on découvre le monde de demain, tu vois, un peu, ou des objets. Et après, on est parti dans un délire plus science-fiction. Et c'est vrai que nous, j'ai travaillé avec un ami qui fait des dessins. Et c'était vraiment un partenariat assez proche dans le sens où l'univers amenait de nouvelles règles et les règles amenaient aussi des touches design à l'univers. Ok, chouette.
Ça me fait penser qu'on va peut-être aussi poster sur les commentaires Facebook les images en fait de vos jeux. Comme ça, le public peut jeter un petit coup d'œil. Axel, tu nous en dis un peu plus sur ton jeu? Oui, alors du coup mon jeu à la base c'est une histoire assez simple, enfin marrante, c'est que ça vient d'un rêve en fait. Donc je faisais un rêve et je jouais. Il faut savoir que je vivais en Nouvelle-Zélande jusqu'à pas longtemps. Donc j'étais juste au bord de la plage, au bord de la mer en Nouvelle-Zélande, donc bref, et je jouais à un jeu avec une personne en face de moi. Et puis je me suis réveillé et je me suis dit, bah, en fait ce jeu, c'est pas un jeu que je connais. Donc j'ai écrit toutes mes idées. Et puis le jour même, en revenant du boulot, j'ai découpé des bouts de papier, etc. J'ai fait un essai. Je fais, en fait c'est vachement chouette. Et en fait c'est comme ça que ça a commencé. Après peut-être 2 semaines, le thème des abeilles est venu. Et en fait je me suis vraiment nourri de ce thème-là, dans le sens où dès qu'il y avait quelque chose qui bloquait dans le jeu ou qui n'était pas fun ou quelque chose qui n'était pas assez chouette, et ben je me dis ce serait sympa de trouver quelque chose dans le monde des abeilles qui justifie un changement de mécanique ou un changement, une nouvelle règle ou des choses dans le genre. Et donc j'ai fait pas mal de recherches en fait sur le monde des abeilles. Et donc en fait il y a énormément de règles maintenant du jeu qui sont vraiment inspirées sur le monde des abeilles. Donc c'est pas un jeu pour apprendre sur les abeilles, mais il y a moyen d'apprendre tout en s'amusant. Si on le veut, et si on ne veut pas apprendre, bah, on s'amuse juste et voilà quoi. Donc voilà en gros. Et donc le jeu, comment ça se passe, c'est chaque joueur est la reine d'une ruche. Donc c'est un jeu de 3 à 6 joueurs. Et je suis en train de développer pour le moment un mode 2 joueurs. Et une partie, c'est en moyenne 55 minutes. Et donc on est dans un futur proche et il n'y a plus assez de pollen pour toutes les abeilles. Et donc en fait, chaque joueur qui est la reine d'une ruche va tenter de remplir sa ruche avant les autres. Et pour remplir sa ruche, alors là je vois que vous pouvez voir l'image sur le live. Vous recevez, en fait, tout le monde reçoit une carte motif, donc c'est une carte objectif. Et la grande forme, vous pouvez la voir dans le coin droit en bas, il y a une carte verte. Et donc le motif, le grand motif, c'est le motif que vous essayez de faire en fait sur le champ de fleurs avec vos abeilles. Et les petits motifs, ce sont les motifs de vos adversaires. Et donc chacun à son tour, on va mettre des abeilles sur le champ de fleurs et essayer de faire notre motif. Là où il y a un petit twist, c'est qu'on a donc des abeilles butineuses que vous avez envoyées sur le champ de fleurs, et on a aussi des abeilles soldats. Et ces abeilles soldats, soit vous pouvez les utiliser pour piller les ruches adverses ou pour protéger votre propre ruche contre les pillages, ou alors vous pouvez voir sur l'image que il y a par exemple une abeille, c'est assez petit, mais je pense que c'est une abeille bleue sur une abeille rose. Et bien cette abeille bleue qui a des lignes derrière elle, ça c'est une abeille soldat également. Vous pouvez décider de l'envoyer sur le champ de fleurs et le mettre sur une abeille butineuse. Et donc là, l'espace que l'abeille rose contrôlait, c'est maintenant le joueur bleu qui le contrôle et il peut utiliser cet espace pour faire son motif. Donc voilà, et après, parallèlement à ça, il y a également une infestation de varroa destructeur qui est un parasite de l'abeille. Et à la fin de chaque manche, si jamais vous n'avez pas soigné votre ruche, vous avez des abeilles qui vont mourir. Donc dans certains cas, scénario, le jeu pourrait gagner aussi si tout le monde meurt, alors le jeu a gagné. Ou alors si quelqu'un meurt, le jeu s'arrête. Une personne n'est mise de côté en attendant que les autres continuent. C'est le jeu s'arrête. Et dans les personnes qui sont toujours en vie, la personne qui a le plus de pollen gagne. Ou alors, l'autre condition de fin, c'est la première qui remplit sa ruche. Donc voilà. Ok, chouette. Et donc tu es ce week-end aussi sur Orléans pour présenter ton jeu, ce qui explique aussi les hexagones que tu as sur le visage. Oui, en effet. Oui, donc à la base, donc je disais, je vivais en Nouvelle-Zélande et je revenais pour faire 5 festivals avec. En fait, déjà l'année passée, donc Pollen Wars a gagné le BGF et donc le premier prix c'était une invitation VIP dans la protozone, dans le protolab du festival de Cannes. Donc je me suis dit bon, le Cannes c'est chouette, mais de venir depuis la Nouvelle-Zélande pour un festival, c'est peut-être un peu loin. Et donc du coup, j'ai envoyé mes règles dans pas mal d'autres festivals et j'avais réussi à aligner 5 festivals, donc c'était super chouette. Je reviens, on fait Cannes, on s'éclate bien. Et puis évidemment, bon, tout le monde le sait, le Covid est arrivé. Donc du coup, tous les festivals ont été annulés. Et entre-temps, voilà, j'ai un peu revisité mes plans de vie. Et pour moi, je suis toujours en Belgique, en tout cas sur le moyen terme. Et donc, du coup, voilà, premier festival, on va dire, de la relancée des festivals ici à Orléans. Et donc, oui, on fait la promotion du jeu. Et voilà, autant se mettre bien dans l'univers avec quelques hexagones sur le visage. Ok, chouette.
je me disais aussi, ce serait intéressant de voir un petit peu et de partager vos projets pour le jeu. Donc, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui et dans quelle direction est-ce que vous allez? Parce que pour les gens qui découvrent un peu le milieu du jeu, en tout cas la phase design, il y a évidemment l'édition. Et l'édition, il y a beaucoup de chemins pour y arriver, soit via des éditeurs, soit simplement le prix de billet, ou on peut évidemment imaginer le crowdfunding. Donc, où est-ce que vous en êtes par rapport à ça? Est-ce que vous avez encore des projets pour le jeu? Vers quoi vous allez? On peut peut-être commencer par, je sais pas, Brian ou... Oui, si, très bien. Donc moi, l'année après avoir gagné la BGF, j'étais très actif avec mon jeu parce qu'il y avait notamment l'invitation à Cannes qui était vraiment quelque chose de super, hein. Cannes est un super festival, une super ville. Et donc, c'était très cool. J'ai fait d'autres plus petits festivals pour me faire connaître et encore, enfin, vérifier deux, trois paramètres et établir une liste de contacts. Ensuite, j'ai passé 2 ans à l'étranger en Suède pour mes études, parce que je suis encore assez jeune et du coup, ben, j'ai mis en fait tout sur pause. Et maintenant, j'étais revenu en Belgique avec la volonté de continuer où j'avais laissé. Je vais justement recommencer à reprendre des contacts en fin 2019, début 2020 et enfin proposer quelque chose à des éditeurs dans des festivals. Et du coup, les nouveaux avec les situations sanitaires, j'ai dû mettre sur pause. Mais en gros, moi, mon projet pour le futur, c'est quand les festivals vont reprendre, arriver avec un prototype le plus abouti, parce que je change assez souvent quand même des petits trucs, mais le plus abouti, prendre des rendez-vous avec des éditeurs dans des festivals ou même simplement dans leur bureau, proposer, jouer pendant une demi-heure, 1 heure pour qu'ils aient une bonne idée et voir si ça les intéresse d'aller plus loin, ou en tout cas écouter leur retour pour voir si ça vaut effectivement la peine que je continue tout simplement ce que je fais. Voilà, ça c'est pour moi en tout cas, ça c'est mes plans. Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres. Guillaume, du coup? Bah moi, donc comme je disais, le Bruxelles Games Festival, c'était le premier festival, c'était vraiment ma première expérience. Moi, faire un jeu de société, c'était vraiment un rêve d'ado à la base, avec mes potes. Et quand je suis arrivé à Bruxelles, je connaissais pas forcément énormément de monde et j'ai décidé de rentrer dans le milieu du jeu pour rencontrer des gens, quoi. Et de là, j'ai commencé à faire un jeu. Bruxelles Game Festival, c'est vraiment une expérience pour moi super humaine, super fun. C'est-à-dire que j'ai adoré le premier soir où on avait les éditeurs qui passaient un à un à nos tables pour avoir une conversation. C'était pas du tout, pas de pression, c'était juste discuter avec les gens, leur montrer, ils nous donnaient des idées, ils étaient très ouverts à discuter pendant un petit apéritif et tout ça. Et après, c'était 3 jours de festival ou 2 jours de festival où 7 heures d'affilée, tous les jours, on faisait jouer les gens. Et donc moi, c'était mon expérience, c'était vraiment cool, j'avais vraiment adoré ça. Et c'est vrai que j'ai eu des attentes de Cannes qui étaient peut-être un peu décalées. C'est-à-dire que moi, j'ai vu Cannes comme ça s'appelait la Protolab, comme une expérience Protolab. Donc, ça me faisait penser à laboratoire. On parlait comment dire, de speed dating, de discuter avec les éditeurs. Donc, j'y suis allé avec un jeu qui n'était pas du tout fini. Ils ont 60% fini avec même du moment où on a envoyé les informations sur notre jeu et au moment où on est arrivé, par exemple, notre jeu avait diminué la durée de moitié. Et c'est des informations que les gens ne savaient pas. Et en fait, en arrivant là-bas, j'étais un peu déçu par le fait que, mais comme je dis, c'est parce que je ne connais pas le milieu, les éditeurs étaient beaucoup trop occupés. Et ils sont venus nous voir basés sur les informations qu'ils avaient reçues en avance sur notre jeu, alors que moi, j'avais eu l'expérience du BGF qui me donnait le sentiment que Cannes, ça allait être ça, ça allait être une discussion, j'allais pouvoir discuter, prendre des contacts en disant, voilà, on est en plein milieu du processus, qu'est-ce que vous en pensez, comment on peut l'améliorer, peut-être vous recontacter en 2 mois. Malheureusement, ce n'était pas ça, et c'est vrai que c'est l'aspect que je dirais qu'il faudrait que ouais, je voudrais partager aux gens qui se lancent là-dedans, c'est quand on va à un festival comme ça, enfin du moins l'année où j'ai été, c'est énormément de gens qui viennent avec plein de jeux aussi, c'est pas que la Protolab, c'est plein de gens qui viennent, qui vendent leurs jeux et tout ça, et c'est constamment des discussions. Et si ton jeu est pas fini, bah tu t'affiches un peu comme un jeu pas fini, et ça intéresse pas les éditeurs. Et donc c'est à partir de là, il y a eu un peu un moment de genre, bon, est-ce que je suis vraiment en train de faire ça parce que c'est ma passion et tout ça, ou est-ce que c'est vraiment mon délire? Et c'est là que j'ai accepté de me dire que
c'était un projet vraiment pour délirer. J'aimerais bien le finir, hein, donc je l'ai toujours. On a continué, ça m'a appris plein de choses Cannes, notamment réduire la taille de mon jeu, la durée, tout ça, moins de pièces. C'est ça qu'on s'est rendu compte. Donc, c'est plein de petites idées comme ça qui sont sorties de Cannes. Mais c'est vrai qu'à la fin, moi, je suis vidéaste et j'ai décidé de m'engager à fond dans la vidéo. Et j'ai commencé par le jeu de société aussi. C'était marrant, faire des Kickstarter, des vidéos pour des gens locaux à Bruxelles et tout ça. Notamment le barrageux, si les gens connaissent. J'ai fait la vidéo de leur levée de fonds. J'ai fait la vidéo d'un monsieur qui s'appelle Benoît, qui vit à Liège, qui a créé un jeu qui s'appelle Crazy Sumotori, où c'est que des Liégeois qui sont impliqués dans la conception du jeu. Toute la production est faite à Liège. Et il a envoyé ça à la pièce, et je trouvais ça intéressant aussi. Donc voilà, ça c'est mon expérience. Ça ne veut pas dire que moi vraiment, c'était vraiment super fun. J'ai adoré Made in Asia aussi, c'était très sympa. Mais à un moment, voilà, il faut faire des choix dans la vie. Et c'est vrai que le jeu de société, c'est en engagement. Et c'est ça aussi que j'ai appris, quoi. C'est si je veux faire ça, il faut que je le fasse à 2000%. Et c'est peut-être pas vraiment qui je suis, quoi. Ouais, merci pour ton commentaire, très intéressant. Je rebondis juste sur ce que tu disais par rapport à Made in Asia. Donc pour les gens qui ne seraient pas au courant, en marge du BGF, on a quand même une grosse protozone, on parle de 20 à 25 tables. On est aussi présent sur Made in Asia, en tout cas quand il se fait. Et on a également une zone où, en plus de faire des démos de jeux, et on a un peu des partenariats avec des éditeurs, on a aussi une petite protozone d'une dizaine de tables. Et c'est assez chouette parce que c'est un endroit où il y a un public assez varié, un peu familial, et pas forcément aussi des gens qui sont toujours dans le milieu du jeu, mais ça tourne vraiment énormément. Les premières fois où on était allé, on était quand même surpris de voir à quel point les tables étaient constamment occupées. Donc il y a au sein de Made in Asia un vrai salon qui s'appelle Uplay et qui est dédié au jeu. Donc si vous êtes intéressé, restez au courant de ça. Ça se passe en général, je pense, vers mars, et on met toutes les informations sur notre site. J'espère que l'année prochaine, l'événement se fera, et si tout se passe bien, ben, ce sera une occasion en plus pour présenter votre proto. On peut peut-être passer à toi, Axel? Oui, voilà. Alors, du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Donc, vous savez, quand j'ai commencé le jeu, hein, c'est parti d'un rêve, puis j'ai commencé à jouer avec des amis, c'était sympa. Du coup, à l'époque, je vivais toujours en Nouvelle-Zélande. J'ai, à ce moment-là, rejoint un petit peu l'équivalent du CLET, donc le collectif ludique Extratov ici à Bruxelles. L'équivalent là-bas, qui est les designers, les auteurs de jeux néo-zélandais, on va appeler ça comme ça en français. Et donc, j'ai un peu testé avec eux, etc. Et donc là, on m'a parlé d'un festival qui se passait à Auckland, où je vivais. Et donc, j'ai fait un premier petit festival. Il faut savoir qu'en Nouvelle-Zélande, c'est tout petit, hein, c'est 4,5 millions d'habitants, un peu plus maintenant, mais voilà. Et donc, du coup, là-bas, c'est un festival, c'est genre 300 personnes, c'est des petits trucs, quoi. Peut-être 450, enfin, c'est petit par rapport au BGF, par exemple. Puis quelques semaines d'après ça, je suis allé à Wellington pour faire le plus gros festival du pays, c'est-à-dire c'était 2000 personnes. Et un petit peu après ça, enfin plus ou moins à ce moment-là, j'ai reçu donc la nouvelle que le BGF avait sélectionné Pollen Wars pour la protozone, donc j'étais super content. Et en fait, c'est la première fois que j'arrive dans un festival aussi avec une compétition de prototype, on va dire, parce que sur en Nouvelle-Zélande, c'est juste on vient comme ça et on montre notre prototype aux gens. Et donc en fait, je suis un peu tombé sur le cul. J'ai passé un super festival, c'était super chouette, c'était très intense. Je présentais mon jeu tout seul. J'avais pas spécialement. En fait, les autres festivals que j'avais fait, ils étaient tellement petits que je m'étais pas dit j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider, on va dire. Donc je suis arrivé là et c'était super intense. À chaque fois, c'était des tables de 4, 5, 6 personnes. Enfin, c'était super chouette. Et puis après, évidemment, la bonne surprise, le dimanche, quand on dit le nom de ton jeu, bon, ça fait toujours plaisir. Et donc à ce moment-là, normalement, 2 jours après ça, je devais retourner en Nouvelle-Zélande. Donc j'ai changé mon vol pour repartir 2 semaines plus tard et un petit peu, on va dire, battre le fer tant qu'il était chaud. Et donc du coup, j'ai un peu contacté 2-3 personnes dans le milieu du jeu. Et j'ai entre autres rencontré Tatiana de Girls.game, Renaud de Inspired Games et Stéphane Bassio qui écrivait à un moment donné pour Ludovox. Donc voilà, un peu rencontrer des gens un petit peu influenceurs, on va dire, dans le milieu. C'est là que j'ai rencontré aussi Étienne et Fred de chez Geek Attitude Games, etc. C'est là aussi que j'ai commencé à rencontrer les gens du CLET. Donc Laetitia, c'est là je pense qu'on s'est rencontrés la première fois. Donc voilà un petit peu, on va dire, rencontrer des gens dans le milieu à Bruxelles. Et après ça, je suis retourné en Nouvelle-Zélande.
Et là, j'ai un peu laissé le cinéma de côté et j'ai pris un autre boulot sur le côté qui était juste, en comparaison au cinéma, juste 35 heures par semaine pour pouvoir travailler en fait sur mon jeu sur le côté. Là, il y a un truc super cool qui s'est passé, c'est que mon jeu a été sélectionné pour une compétition internationale qui s'appelle Hippodice, qui est une compétition prototype allemande, où il y avait plus de 200 personnes qui rentraient dedans. Et après, du coup, entre-temps, j'ai commencé à recevoir des réponses pour les festivals en Europe. Je suis revenu en Europe fin janvier. J'ai fait Cannes et malheureusement, les autres festivals, c'est-à-dire le Medinesia, le Ludinor à Lille, le Festival de Jeux de Valence ont été annulés et il y en avait un autre en Suisse qui s'appelait... je ne sais plus le nom maintenant, j'ai plus le détail comme ça. Enfin, voilà, donc tout a été annulé, donc c'était un peu évidemment la douche froide. Entre-temps, j'avais reçu quand même une bonne nouvelle, c'est que mon jeu était passé, donc il avait été sélectionné depuis la première vague en deuxième vague, donc on était plus de 30 jeux, puis il a été sélectionné en finale, il y avait plus de 10 jeux, donc là je commençais à être vraiment très excité par rapport à ce concours Hippodice. Et puis finalement, le Covid-19 a eu raison de cette compétition-là aussi, donc nouvelle douche froide, ça a été annulé aussi. Et donc à ce moment-là, il y avait un peu la décision, est-ce que je retourne en Nouvelle-Zélande ou est-ce que je reste ici? Et étant de Bruxelles à la base, je préfère rester ici près de ma famille au cas où quelque chose se passe. Et entre autres, et après, donc voilà, j'étais un peu dans ce truc. À la base, ce que je voulais faire, c'était faire cette série de festivals. Je me dis, si on a un peu de chance, peut-être qu'il va gagner un prix ou deux en plus, vu qu'il était à ce moment-là en compétition dans 3 concours, donc. Celui de Midi Nord, celui du Festival des Jeux de Valence et Hippodice en Allemagne. Et je m'étais dit, après ça, peut-être je vais faire des rencontres, etc., au niveau éditeur, distributeur, etc. Et là, je prendrai une décision, est-ce que je l'auto-édite ou pas? Tout ça a été un petit peu chamboulé. Et donc là, maintenant, je me retrouve à Orléans. Et l'idée, c'est que j'ai fait cette formation en marketing digital. Et donc, dans les semaines, je vais peut-être encore contacter 1 ou 2 personnes. Et s'il n'y a rien qui se fait, donc là, par exemple, rendez-vous avec Ravensburger, qui ont fait, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est dans le milieu du jeu, mais ils ont fait une journée, je ne sais plus comment ils appelaient ça, mais en gros, c'était tous les auteurs pouvaient leur envoyer, compléter un formulaire et leur envoyer les règles, je pense. Et donc là aussi, ils m'ont sélectionné pour une entrevue vidéo pour leur pitcher mon jeu. Donc ça, c'est début septembre. Et puis, je vais peut-être contacter 2-3 maisons. Et si ça ne se fait pas, je lance moi-même. En fait, c'est une aventure qui me tente, et je dirais même plus que même si je vends le jeu, je veux toujours me diriger vers l'édition, soit pour éditer mon prochain jeu, soit pour trouver des jeux à éditer, soit pour travailler. Ce qui m'intéresserait bien, ce serait pas sinon de travailler comme chef de projet chez un éditeur qui est déjà installé. Vu que maintenant, en fait, j'ai un peu toutes les cordes à mon arc, j'ai le côté marketing, j'ai le côté organisationnel et production, et gérer différents pôles, on va dire, le côté illustrateur, auteur, marketing, etc. Et que voilà, donc ça c'est un truc qui m'intéresserait bien, peut-être un petit peu me faire un petit nom dans le milieu en travaillant chez un éditeur qui existe déjà. Ça peut toujours aider aussi au long terme, même si par la suite je décide de lancer ma propre maison d'édition. Et puis voilà, j'ai niveau proto, sinon en dehors de Polonoise, j'ai rien de présentable pour le moment, on va dire. On s'amuse un petit peu parfois. D'ailleurs, Alexis, on s'est fait une petite session un jour avec d'autres auteurs où on s'amuse un petit peu sur des petits protos de jeux. On se fait une journée, on crée quelque chose et on voit où ça amène. Donc voilà, il y a des petits trucs, mais rien que je peux annoncer pour le moment, on va dire. Ok, donc chouette, un vrai projet professionnel, tu as envie d'amener ça à l'étape suivante, vraiment, que ce soit par l'auto-édition, soit via des canaux plus standards et des éditeurs existants. Ça m'amène... Si jamais je l'édite, si jamais je l'édite, ce sera évidemment, je pense, du côté Kickstarter, parce que comme j'ai évolué également dans le milieu anglophone, Kickstarter est beaucoup plus utilisé que quelque chose comme Ulule en France, qui je sais est assez utilisé. Et après aussi, en fait, pendant le confinement, j'ai également créé une version en ligne de Polonoise sur Tabletopia, qui malheureusement, je ne présenterai pas aujourd'hui vu que je suis au Festival d'Orléans, mais je mettrai dans les liens, dans les commentaires, un lien vers la page Facebook et un lien vers le groupe. Et sur le groupe, durant le mois de septembre, il y aura des vidéos d'explication des règles. Donc, il y aura moyen aussi je crée une communauté dans ce groupe et il y aura moyen facilement, je pense, dans ce groupe de trouver d'autres joueurs pour jouer au jeu. Et le groupe s'appelle Polonoise, La Ruche ou The Hive. Voilà, vous pouvez le trouver comme ça.
Ok, super. On peut linker ça aussi sur Facebook pour que les gens puissent jeter un coup d'œil. Je pense effectivement que pour les mois à venir, jusqu'à ce que les conditions sanitaires s'améliorent un peu, jouer en ligne, ce sera entre guillemets une fatalité, en tout cas pour découvrir des nouvelles choses. Avec la protozone online qu'on organise aujourd'hui, c'est une première initiative pour essayer d'amener les prototypes au public depuis le confort du canapé. Mais l'idée, c'est qu'on essaye de réitérer ça par la suite, que si ça se passe bien, qu'on a un bon retour de tout le monde, du public et des auteurs, qu'on réitère l'événement. Et donc, on est un peu dans nos plans dans les peut-être 3 mois à venir ou quelque chose comme ça, refaire ça. Et donc, évidemment, à ce moment-là, tu seras le bienvenu avec ton jeu. Et on espère qu'on va peut-être créer un mouvement et arriver à faire ça de façon plus régulière. Parce que je pense que c'est aussi un très chouette format, même en complément des festivals physiques, d'avoir l'opportunité un peu à la demande de faire tester ces prototypes et aussi éventuellement d'avoir un public qui a envie de tester, voire de play-tester plus régulièrement les jeux pour donner du feedback. Oui, tout à fait. Et si j'ai le temps, on verra un peu comment la situation évolue, mais si j'ai le temps, je ferai peut-être une version également sur Tabletop Simulator pour les gens qui utilisent plutôt ces plateformes-là. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas, mais je pense tout à fait que le jeu en ligne a de l'avenir. Et nous, on s'est bien amusé. Sur Polo Noir, il tourne bien. Et donc, évidemment, c'est toujours plus chouette d'être à une table avec des amis. Évidemment. Mais si ce n'est pas possible, c'est une très bonne alternative. Ouais. Ok. J'ai envie de rebondir sur un petit truc, un petit sujet que vous avez amené quelque part tous les trois. Et c'est un petit peu pour expliquer aux auteurs qui se lancent, donc des gens qui auraient un premier proto, qu'ils ont un peu fait jouer avec des amis, et maintenant ils disent, ok, j'ai envie d'aller en festival, j'ai envie d'aller un cran plus loin, j'ai envie aussi de construire un réseau avec des éditeurs. Comment je fais? C'est quoi l'étape suivante? Quel festival est-ce que je dois viser si je suis, par exemple, en Belgique ou en France? Comment est-ce que je peux arriver justement à construire ce réseau avec des éditeurs? Est-ce que je dois espérer beaucoup des festivals ou est-ce que je dois aller vers d'autres auteurs? C'est quoi un peu le modus operandi? Quels conseils vous pouvez donner par rapport à ça? Je sais pas qui a envie de prendre cette question et on peut faire un peu un tour de table. Je propose que Brian commence. Oui, pourquoi pas. Les festivals les plus gras avec le plus d'affluence, etc. En Belgique, c'est bien évidemment le Brussels Game Festival. En France, moi je pense à Paris et Ludique, Ludinor et le Festival des Cannes aussi est assez bien pour ça. Et alors, en fait, pour aller vers les éditeurs ou pour aller vers le public, je trouve que les deux approches sont différentes parce que le public, il vient pour jouer, ça, il n'y a pas de souci. Déjà, il faut savoir aussi que le public, il vient pour voir les nouveautés. Il y a un public spécial pour les prototypes, mais le public vient surtout pour les nouveautés, puis passe peut-être un peu par le prototype. Donc, je pense, en tout cas, c'est mon ressenti, je ne sais pas si mes compères vont me rejoindre, mais que c'est mieux d'avoir une version assez présentable, assez attirante pour le public standard, on va dire. Et pour les éditeurs, eux, ils sont là pour proposer leur propre jeu. Il y a bien, chez les plus gros, une ou deux personnes spécialisées dans l'accueil des auteurs. Donc, si vous voulez vraiment aller vers des éditeurs, je conseillerais de prendre rendez-vous à l'avance, un mois, 2 semaines à l'avance. Normalement, ils savent que les gens viennent aussi pour ça, donc ils seront des trucs spéciaux et ils pourront vous faire un créneau horaire. Mais du coup, pendant ces créneaux-là, vous ne pouvez pas être en même temps chez l'éditeur et sur votre table en train de proposer votre jeu. Donc, c'est pour ça qu'il faut un peu voir qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez avoir un retour du public et des gens qui viennent régulièrement à des festivals, ou est-ce que vous voulez avoir un retour professionnel pour savoir si votre jeu a... qu'en pensent les éditeurs et autres de ça. Et dernière chose que j'ai rajoutée, il faut aussi savoir vers qui se tourner, parce que chaque éditeur a sa propre niche de jeu, et il faut savoir à l'avance dans quelle catégorie
vous allez, est-ce que vous êtes plutôt famille, expert, long, court, quel type de matériel et tout. Et déjà à l'avance sélectionner parce que sinon, soit ils vont directement refuser, soit sur place ils vont dire mais en fait c'est pas pour nous, merci d'être venu, mais on ne va pas savoir en faire grand chose. Enfin voilà, ça c'est ce que moi j'en pense, je sais pas ce qu'en pensent mes collègues. Bah, moi je rejoins un peu sur le côté, ouais, savoir comment le présenter quand tu le présentes soit aux éditeurs, au public, parce que c'est l'exemple parfait de Cannes. J'ai mis une photo en lien de Facebook, mais je sais pas si ça marche. Mon browser il bug un peu. Mozilla Firefox, ça marche le pas. Le lien est passé dans les commentaires. Ah, ok, en gros, c'est une photo du Festival de Cannes, justement, du jeu qu'on a amené. Et on a amené un grand plateau aussi pour le côté esthétique, pour la gueule, tu vois. Et c'est vrai que c'est là que tu te rends compte qu'en fait, les éditeurs qui passent et tout, ils voient ça, ils se disent c'est un gros jeu et tout, alors que c'est pas forcément le cas, mais on avait créé un design spécialement pour le festival. Et comme justement c'était un festival, c'est vraiment l'usine et c'est très busy, c'est vrai que c'est le genre de truc qu'on s'est rendu compte qu'en fait, ah ouais, non, on aurait dû amener le moins de pièces possible, montrer que c'est compact et tout ça, et pas donner cette impression au regard que c'est un jeu qui va prendre des heures. Donc c'est un peu l'erreur qu'on a fait, par exemple. Donc ça, c'est un exemple parfait. Mais après, pour se lancer dans un nouveau jeu, moi, je dirais que nous, ce qu'on a fait, c'est vraiment pour le fun. Donc je pense qu'à partir du moment où tu t'éclates, tu ne seras pas déçu, tu vois. Si tu t'éclates à faire ton jeu, si tu t'éclates à le partager, la communication, c'est super important pour les festivals. Apprendre à parler et parler longtemps. Parce que je vais te dire, le VGF, c'est 7 heures d'affilée et c'est non-stop, quoi. Et donc, il faut vraiment apprendre à expliquer ces règles de façon très claire. Ça, c'est super important. Très clair, il faut que les gens y comprennent. Surtout quand tu vas voir le public, je pense, parce que si tu as 5 personnes autour de la table qui ne comprennent pas comment ça fonctionne, c'est pas facile. Et après, il y a d'autres stratégies. Moi, c'est vrai que j'ai rencontré, je me rappellerai toujours, à Cannes, ce gars qui était venu avec 7 prototypes. Mais tu vois aussi la différence entre des gens qui sont genre, moi, je sais comment ça marche, j'ai 7 prototypes différents, je les amène, je les présente un par un, ils sont très réfléchis, ils sont réfléchis par rapport au marché, à la demande du marché, à la demande des... Donc, il y a des gens aussi qui travaillent comme ça, parce que c'est leur métier au final. Et donc, il y a 2 styles, je trouve, de conception de jeu aussi, ce côté beaucoup plus pragmatique sur qu'est-ce qui fonctionne dans le milieu du jeu, et qu'est-ce que le public demande et les éditeurs veulent. Donc c'est super intéressant, comme il dit, de se renseigner sur les niches des éditeurs, etc. Mais sinon, spécifiquement à Bruxelles, moi je voulais dire que le mardi ludique, à l'Outpost, ça a été vraiment une super expérience pour moi dans tout le développement du jeu. C'est-à-dire tous les mardis soirs, il y a les joueurs old school de Bruxelles qui se retrouvent, ils sont super accueillants. Et il y a Tanju qui fait partie du BGF, qui aussi m'a aidé un peu à rencontrer des gens là-bas. Mais vraiment, les gens sont super accueillants. Si tu viens avec ton prototype, tu as sûrement quelqu'un qui va vouloir le tester. Et ça nous a vraiment aidé dans le processus. Étienne a été mentionné aussi du Geek Games Attitude. C'est vraiment, je trouve, des gens super cool. Ils sont même s'ils savent que ton jeu n'est pas fini et tout, ils sont là, ils t'invitent. Ils disent, est-ce que tu veux venir le faire tester? Enfin bon, parce qu'on a gagné, donc ils voulaient regarder, mais ils donnent vraiment des bons conseils. Et tout le long, ça a été un peu quelqu'un qui a donné des petits conseils à droite à gauche, même quand on était à Cannes et que je l'ai croisé, il était très sympa. Donc ouais, je trouve qu'à Bruxelles, de ce que moi j'ai rencontré, je trouve que ça a été la force de l'expérience en fait. Donc si vous êtes à Bruxelles, allez voir les mardis ludiques, allez rencontrer ces gens qui sont dans le jeu de société depuis super longtemps. C'est les vieux de la vieille, quoi, tu vois, ils sont là, ils ont lancé la communauté à Bruxelles, donc peut-être ça peut être intimidant au début, mais il y a plein de gens avec des super idées, il y en a plein qui sont des éditeurs même, on le sait pas, mais ils ont édité un jeu, mais ils sont des éditeurs, quoi, il y en a quelques-uns comme ça qui, ils n'ont pas une grosse maison d'édition, mais ils éditent, donc je pense aller chercher les gens en face à face et discuter, c'est la clé pour comprendre comment ce milieu fonctionne, parce que c'est plus compliqué que ce qu'il en paraît. C'est pas genre faire un jeu, lancer un Kickstarter et c'est fini, quoi. Donc au final, pas hésiter à essayer d'engager un peu la communauté, en particulier localement, de trouver des gens qui sont enthousiasmés par le hobby et jouer un petit peu avec eux, quoi, pour commencer. Ouais, parce que c'est vrai que moi, parfois, je rencontre des gens qui me disent « Ah, je vais commencer un prototype et tout ». Parce que comme j'ai eu cette expérience, ils me demandent est-ce que tu as des conseils et tout.
Et c'est vrai que c'est des gens qui jouent entre leurs colocs, tu vois ce que je veux dire. Ils vont jouer à tous les jeux classiques entre eux, avec leurs potes, mais c'est toujours la même chose. Le monde de l'édition et le monde du développement, c'est un milieu en soi, et il faut aller vers ces gens-là, parce que sinon... Ouais, si tu veux faire un jeu de cartes qui a 100 cartes, et tu peux le faire en Kickstarter parce que tu prends pas de risque. Mais par exemple, c'est un truc que moi j'avais vu dans mes recherches pas mal, c'était que les Kickstarter, beaucoup de gens pensent que c'est facile, mais moi tout ce que j'ai entendu, c'est genre c'est 1 an d'engagement. Il faut faire des calculs super précis sur les coûts de production, par exemple, parce que c'est arrivé que plein de Kickstarter soient lancés, ils ont fait un décalage de 10 centimes, mais après si tu as 30 000 exemplaires vendus et qu'à chaque fois tu avais un déficit de 10 centimes, bah, tu multiplies ça par 30 000 et tu es déjà en négatif sur ton coût de production. Donc il y a tellement de trucs comme ça, des détails qui sont super importants. Et que je pense qu'il faut se renseigner. Moi, j'ai été obsessionnel pendant 6 mois, pendant 1 an de la période du jeu. J'étais vraiment obsessionnel là-dessus. Après, j'ai détaché, mais je pense qu'il faut être obsessionnel pour développer son jeu. Je pense que tu dis... Excuse-moi Alexis, pour préciser que donc pour ceux qui sont à Bruxelles, l'Outpost, qui est un partenaire historique du BGF, est dans les bars à jeux dans lesquels vous pouvez aller pour jouer pendant tout le week-end. Bon, ça va. Merci Letty. Je voulais juste rebondir sur ce que tu disais là, parce que c'est quand même assez intéressant. Et c'est un truc qu'on réalise pas forcément, c'est que designer un jeu et publier un jeu sur Kickstarter, c'est 2 métiers qui ont rien à voir, quoi. C'est vraiment des trucs qui sont totalement différents. Tu peux être très bon en tant que designer ou tu peux être très bon en tant que chef de projet et dans tout ce qui est communication et mise en place d'un projet qui est aussi ambitieux. C'est aussi important de comprendre, je pense, en tant qu'auteur, où situent tes forces. Et pour des Kickstarter, on le voit souvent, c'est rarement l'œuvre d'une seule personne. C'est une équipe de gens où il y a des gens qui sont plus dans le design, des gens qui sont plus dans la com. Et donc, je pense que bien s'entourer, c'est aussi important parce que c'est une grosse aventure du design jusqu'à l'auto-édition et il faut bien comprendre dans quoi on s'engage, quoi. Si je peux juste ajouter un petit truc par rapport à ça, moi je me rappelle toujours, ça m'a marqué, je regardais cette vidéo justement, et il disait une question toute bête, la question toute bête c'est, est-ce que si votre jeu fonctionne et vous vendez 50 000 exemplaires, est-ce que vous avez l'espace chez vous de mettre 50 000 boîtes de jeux? Et c'était juste une question comme ça que les gens se posent pas, tu vois, qu'il faut louer un espace si jamais ton jeu fonctionne. C'est des trucs cons comme ça, mais c'est vrai que c'est les questions qu'on se pose pas parfois, que je trouvais intéressant. Non, ouais, c'est clair. Et alors, je voulais juste revenir sur un dernier petit truc, et puis, promis, je te passe la parole, Axel. Tu mettais le doigt sur quelque chose d'intéressant, c'est que tu disais, à Cannes, j'ai rencontré quelqu'un qui venait avec 7 prototypes, et toi, tu dis, mais moi, je suis venu avec mon jeu, j'avais envie de prendre du plaisir et de le montrer au public. Quelque chose que moi, j'ai observé, parce que ça fait 3 ans que j'organise un peu la Protozone, c'est qu'il y a vraiment des gens qui viennent avec des ambitions très différentes et une intention très différente. Parce qu'il y a des gens qui viennent avec vraiment, entre guillemets, une machine de guerre de festival, où le jeu est super rodé, ça tourne comme une horloge, il y a du matériel professionnel, des gens qui viennent avec une bannière à côté, qui ont un Kickstarter en cours, où tu sens que là, les gens sont, entre guillemets, là pour la gagne, pour discuter avec des éditeurs parce qu'ils veulent aller beaucoup plus loin. Et à l'autre côté du spectre, il y avait par exemple, je repense à quelqu'un l'année passée, quelqu'un qui avait un jeu sur le thème de la tartiflette. Et en fait, il avait designé ça avec ses enfants. Et le plateau, c'était le dessin de ses gosses, quoi. Donc, c'est un exemplaire unique où ses gosses avaient dessiné des arbres, etc. Et il avait amené une nappe et tout. Il était habillé de façon un peu, tu vois, montagnarde. Et c'était génial parce qu'il a dit, à la base, je voulais pas faire un festival. Et puis, on m'a dit, tiens, si tu allais là-bas, et il a juste fait ce truc-là pour s'amuser et l'amener au public avec aucune intention de se faire éditer, juste prendre du plaisir. Et donc, il y a vraiment tout un continuum comme ça et je trouve que c'est chouette. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter au truc de dire non, le festival, moi j'y vais parce que j'ai un jeu et que je veux absolument me faire publier. Non, si vous avez un jeu, si vous avez un truc et que vous avez un petit manuel en PDF, en général c'est ce qui est demandé, plus quelques images, c'est suffisant pour y aller, pour s'amuser et faire découvrir le jeu au public, quoi. Faut pas s'arrêter à ça.
Bon, sur ce petit laïus, Axel, je te donne enfin la parole. Pas de souci, je vais pas garder le micro tout le temps de toute façon. Mais en fait, je pense qu'il y a pas mal de choses que Brian et Guillaume et toi-même avaient dit qui je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez dit. Donc, il n'y a pas beaucoup plus à dire. Je pense que la question, c'était aussi un peu genre si quelqu'un veut se lancer dans le milieu d'auteur de jeux, etc. Et je dirais, au début, c'est essayer le jeu tout le temps. On rencontre souvent des gens parfois qui commencent à faire leur prototype et ils veulent que leur prototype joue un genre presque parfait avant qu'ils le montrent à quelqu'un. Ça, c'est pas la bonne façon de le faire. Le mieux, c'est faites un truc, testez-les. Faites un truc, testez-les. Et donc, du coup, au début, surtout, ça sert à rien de faire un prototype qui est super, qui claque visuellement, on va dire, parce qu'en fait, vous allez dépenser pas mal d'argent en imprimant, etc., etc. Et en fait, vous allez voir que vous allez faire beaucoup de changements. Donc, du coup, au début, c'est vraiment on essaye, on fait les changements, on essaye, on fait les changements, on essaye, on fait les changements. Et avec le temps, en fait, vous allez faire de moins en moins de changements. Moi, quand je suis arrivé à Cannes, par exemple, j'ai quand même fait, c'est quand même assez long, Cannes, je crois qu'il y avait 4 nuits off. Et en plus, à un moment donné, on était dans la Protolab. À la suite de Cannes, j'ai quasi rien changé. Mais le truc avait déjà tourné plein de fois, parce qu'après, quand je suis dans Nouvelle-Zélande, j'ai fait 2 autres festivals. Enfin, voilà. Donc là, maintenant, par exemple, au début, je changeais quasiment après chaque partie. Et maintenant, j'arrive à un truc, je fais parfois 10 parties, 15 parties, sans que je change rien plus du tout, quoi. Donc, c'est vraiment, pour résumer, prenez des bouts de papier, écrivez des trucs dessus, vous faites un petit dessin, un petit doodle, vous coupez, vous essayez. Et quand vous arrivez vraiment, par contre, si vous allez dans les festivals, là, je suis d'accord, je répète ce que Guillaume a dit, faites un truc, c'était peut-être Brian, je ne sais plus, mais faites des trucs qui sont jolis si vous voulez que les gens viennent s'asseoir à votre table. Et après, les éditeurs, ça dépend, en fait. La plupart des éditeurs, c'est vraiment l'idée qui les intéresse, mais tu as quand même parfois, une fois de temps en temps, un éditeur qui va plus venir vers un jeu qui a l'air joli qu'un jeu qui est juste des bouts de papier, quoi. Après, je pense pas que j'ai encore des choses à dire, je pourrais parler des heures parce que c'est un sujet qui me passionne, on va dire. Mais je pense aussi que quand on se lance dans le truc, c'est un truc où il faut être vraiment le passionné. C'est pas un métier dans lequel tu vas pour devenir riche. Évidemment, il y a toujours quelques success stories, mais c'est peut-être un jeu tous les 1000 jeux. Enfin, je ne connais pas les statistiques, mais il y a vraiment beaucoup d'appelés, peu d'élus. Donc, c'est un truc qu'il faut se lancer pour le fun. Et si vous vous amusez pas en le faisant, eh ben, alors le faites pas, en fait. Moi, c'est ça que je dirais. Moi, je me suis amusé tout le long. J'ai passé des nuits blanches à travailler sur des prototypes, etc. Mais j'ai vraiment aimé. Et ce que j'aime le plus, c'est de voir des gens qui s'amusent assis à une table autour de mon jeu. Et ça, c'est voilà, moi, je kiffe vraiment ça. Donc, voilà. Chouette, merci. Donc du playtest, en gros, beaucoup de playtest et de la passion, c'est ce que tu dis. Oui, et alors un truc important aussi, c'est faites du playtest, du playtest, du playtest. Et une fois que vous avez l'impression que votre jeu est vraiment, on va dire, très solide, commencez à faire, en anglais, c'est du blind playtesting. Donc c'est, on va dire, des tests de jeu à l'aveugle. Donc vous pouvez être là, mais vous ne parlez pas. Donc c'est-à-dire que la personne, tu as un groupe de gens qui n'ont jamais joué, ils viennent devant ton jeu et ils lisent les règles. Et s'il y a des choses qu'ils ne comprennent pas ou quoi, tu notes tout, mais tu ne réponds à aucune de leurs questions. Et puis ils jouent, et en fait, c'est là que tu peux voir. Parfois, il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans la façon dont tu as écrit les règles, ou il y a des trucs dans le jeu qui sont mal compris. Et ça, c'est intéressant à faire, parce que si jamais tu expliques toujours le jeu, en fait, tu ne vas pas détecter ces petits problèmes. Donc, c'est quand votre jeu il tourne bien, faites alors, finissez par des tests à l'aveugle où vous ne répondez à aucune question. Et peut-être tout à la fin, quand ils ont tout fini, là, vous pouvez répondre à leurs questions. Ok. On va quand même du coup signaler beaucoup d'appelés, peu d'élus, mais on a quand même Eric Labousse, qui est donc le gagnant de la Protozone en 2017, qui a cette année le jeu qui a gagné à la Protozone, vient d'être édité, donc il s'appelle Genesia, et il est chez Super Meeple depuis Cannes. Génial, félicitations à lui. Ouais, je l'avais rencontré, il était sympa. Il était à Cannes aussi en 2018. Ah, c'est possible, oui. Mais du coup, vous avez plus ou moins d'expérience, on va dire, sur la présentation de jeux en festival. Pourquoi, pour vous, c'est intéressant de faire le Brussels Game Festival plutôt qu'un autre? Alors, Guillaume, tu as déjà un peu répondu, mais peut-être les autres, qu'est-ce que nous, on apporte? Je ne sais pas qui veut commencer.
Bon, bah, On commence dans je l'ordre vais commencer avec comme d'habitude. Oui, on va garder le rythme. Oui. Je Bah, te laisse parler en premier. alors, je sais que ce ne sera pas du même avis que Axel, mais pour moi, Bruxelles, c'était proche, hein, comparé à lui. Nouvelle-Zélande, c'est un peu plus loin, mais donc là, c'était vraiment proche de chez moi, donc ça, c'est cool. Il y a beaucoup de gens que je connaissais déjà parce que je suis enfin, un peu un habitué de l'Outpost aussi. Et puis aussi, Bruxelles, le BGF, je pense, propose un public plus large, plus familial. Enfin, allez, enfin, plus large au sens où il y a vraiment de tout, mais un peu plus encore du familial parce que justement, il y a cet aspect parc du cinquantenaire avec vraiment une publicité axée là-dessus. Et vu qu'il y a vraiment beaucoup de monde, c'est le plus grand en Belgique, on retrouve quand même un peu de tout. Donc je dirais c'est cet aspect-là. Et puis aussi, eh ben, allez, enfin, je veux dire, c'est l'organisation est vraiment bien aussi. Maintenant, allez, quand moi j'étais là en 2016, c'était la première année qu'on faisait ça au cinquantenaire, et même déjà là, la plupart des choses, enfin, ça fonctionnait très très bien. C'était OK, maintenant il va se passer ci, il va se passer là. Euh, Mettez-vous là, voici votre petite fiche très bien, qui donne très bien. Moi, je l'ai encore, j'étais très fier de la petite fiche du jeu, etc. Et donc, enfin, oui, je sais pas, le professionnalisme, si on peut appeler ça, du festival, qui était très bien. Mais après, moi, j'étais là il y a 4 ans, donc ça a peut-être un peu changé, même encore évolué en mieux. Mais voilà, le Encore public et amélioré, le ouais. le public et le professionnalisme, je dirais, sont les atouts du BGF. Ok, super, merci. Merci. Je ne sais pas si Guillaume, tu peux ajouter Ben, quelque chose. Tu as déjà dit pas mal de choses. Bah, je vais juste ajouter là-dessus sur le fait que ouais, le public est super intéressant. Moi, j'étais surpris à quel point finalement c'était très facile d'avoir des gens qui rejoignent ta table. Il y avait du monde. En fait, il y a du monde. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui étaient là pour tester les prototypes. Comparé, tu vois, encore une fois à Cannes où la Protolab était pas très populaire la journée. Il y avait personne. Nous, moi, je crois, j'ai fait 2 parties sur les 2 jours à Cannes. À part le soir, il y a les nuits off. Mais en journée, il y avait personne à la Protolab. Et au BGF, par contre, c'est rempli de gens. Et il y a des gens, moi, je me rappelle, qui m'ont dit, nous, on vient ici pour tester des nouveaux jeux. Est-ce que ça les fait délirer? Donc, je trouvais ça sympa. Ok. oui, vas-y, Alexis. Je voulais juste ajouter, juste pour commenter là-dessus, un truc, c'est quand on est sur BGF, ben, la protozone est dans la grande tente. Donc, c'est à peu près quand tu viens du cinquantenaire, le premier truc que tu vois. Et c'est vrai qu'on essaye d'organiser pas mal de passages. Donc, il y a un flux naturel à travers ces tentes. Et donc, il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent, même qui n'étaient pas venus pour jouer à des protos, et font tiens, un jeu, et boum, ils s'arrêtent à la table et ils commencent à jouer. Et donc, à partir de midi, quand l'affluence commence à arriver, jusqu'à 19h, enfin, tu l'avais déjà dit, je pense, Guillaume, ça tourne tout le temps, quoi. Et donc, c'est vrai qu'on essaie quand même de mettre la protozone dans un endroit un peu stratégique et pas relégué dans un coin du parc où on ne voit pas. Je pense que ça aide aussi à avoir un petit peu de public qui passe. Ben, en fait, moi, je vais juste faire un peu écho à tout ce qui vient d'être dit. En fait, je suis tout à fait d'accord. Donc, j'ai fait, je pense, avec Polo Noir, je devais faire plus ou moins, en moyenne, peut-être un ou plus ou moins, mais 7 festivals. Et je trouve que c'était très bien organisé. Alors, le fait aussi qu'il me semble que le festival est gratuit pour les visiteurs. Et donc, du coup, ça amène beaucoup de gens. Et oui, moi, ma table, elle n'a pas des amplis. J'avais limite, en fait, quand je commençais à faire des listes d'attente, quoi. Les gens, ils venaient, genre, ah non, je veux vraiment. Et du coup, je dis, bon, bah, si vous voulez, donnez-moi votre numéro. Dès que ça se libère, j'envoie un SMS. Et les premiers arrivés sont les premiers, entre guillemets, servis avec leur groupe. Et donc, c'est vrai que c'était super intense quand on est seul à sa table. Après, c'est super chouette, quoi. Donc, ça, c'est un gros avantage, je pense. À part Cannes, qui lui est vraiment un mastodonte, le BGF, c'est le plus gros festival que j'ai fait, on va dire. C'est déjà c'est déjà du gros festival. C'est pas un immense comme Essen ou Cannes, mais c'est déjà un gros festival. Et donc, ouais, si vous êtes auteur et que vous voulez faire tester votre jeu, je vous conseille vraiment d'envoyer vos règles. Il faut juste un petit peu suivre le BGF, etc., pour voir quand c'est le moment opportun de le faire. Mais faites-le, parce que si vous êtes sélectionné,
Vous allez au BGF et vous allez d'office avoir plein de gens à votre table. Et il y a aussi des gens plus expérimentés et moins expérimentés. Mais moi, ce que je fais toujours, je ne l'ai pas ici du coup, mais j'ai un petit carnet où je note à chaque fois, par exemple, le nombre de joueurs, le nombre de points à chaque manche que chaque joueur a, le temps que ça a duré, le temps que je prends pour expliquer les règles, toutes les choses comme ça. Et après, à la fin, je donne aussi des petits papiers aux joueurs. Et donc, ils peuvent écrire les feedbacks. Et ça, en général aussi, c'est un conseil que je pourrais donner, c'est donner des petits papiers comme ça, les gens peuvent noter. Et à la fin, vous prenez un temps pour parler du jeu et donner des feedbacks. Parce que si vous le faites au milieu de votre jeu, ça casse le rythme du jeu et c'est moins chouette. Et donc moi, après le BGF, mon jeu, il a pas mal évolué en fait. Et donc voilà, si vous voulez que votre projet avance, le BGF, super. Super. Alexis, on va peut-être du coup en profiter pour expliquer aux auteurs comment se passe la protozone chez nous et comment elle sera, on l'espère, en 2021 du coup. Oui, bien sûr, c'est une bonne idée, bonne transition. Donc, d'abord, merci pour la promo, les gars. C'est gentil de chauffer les futurs auteurs. Donc, en fait, comment ça se passe en temps normal? Donc, vers mars-avril, il y a les candidatures qui s'ouvrent sur le site web. Donc, on fait la pub sur Facebook, on met à jour le site web. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez envoyer un email sur protozone ou alexis@brusselsgamefestival.be. J'ai aussi une mailing list d'auteurs et je mets au courant dès que c'est online. Donc, c'est online pendant un mois. Pendant un mois, les inscriptions sont ouvertes. Et ce qu'on vous demande, c'est de donner en fait des règles sous format PDF. Donc, c'est essentiellement là-dessus qu'on se base. Des photos de votre jeu, un visuel, un descriptif, des petites choses comme ça. Fin juin, donc on a un jury au sein du BGF, donc on lit les règles, et je peux vous dire que ça fait un paquet de règles. Toutes les règles sont lues 3 fois. Et ouais, Laetitia opine du chef, effectivement, c'est ah tiens, cette année j'ai 20 règles à lire, allez c'est parti. Et donc en fait toutes les règles sont lues 3 fois. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pour vous donner un peu de visibilité sur le process. C'est simplement qu'on veut être sûr qu'il n'y ait pas de biais de quelqu'un dans le jury qui dise ah ben moi j'aime bien les jeux de stratégie, quand je vois un petit jeu, ben je note ça mal, mais les gros jeux de stratégie j'ai un penchant pour ça. Avec 3 lectures du jeu, on est sûr que ben on a une bonne moyenne entre guillemets de ça. Ensuite, les résultats sont communiqués en général vers juin. Et après, ben, on échange avec les auteurs des renseignements pour mettre le site à jour, etc. Et fin août, du coup, ça se passe sur le site du Cinquantenaire, comme vous l'avez tous expliqué. Une chose que tu avais expliqué, je pense, Guillaume, c'est que le vendredi, pour ceux qui le désirent, on a une sorte de rencontre avec les éditeurs. Donc en fait, on a la soirée d'ouverture. Et là, on a les éditeurs, plein d'acteurs du monde ludique à Bruxelles ou à l'étranger. Ce qu'on fait, c'est qu'en plus de vous donner accès au buffet gratuit, vous avez une table où vous avez votre jeu. Et là, il n'y a pas vraiment, c'est pas comme un speed gaming dans certains festivals. On avait essayé ça au début où on demande aux gens de tourner autour des tables. Non, c'est juste ouvert. C'est un espace assez convivial. Et du coup, les gens viennent naturellement aux tables. C'est l'occasion de peut-être pas faire jouer votre jeu. Il y a des gens qui font jouer le jeu, il y a des gens qui pitchent simplement le jeu, ou simplement c'est le moment de discuter et d'augmenter son réseau. Mais c'est vraiment le bon moment pour voir un petit peu, sentir l'ambiance du festival. Et c'est aussi un chouette lieu pour discuter avec les autres auteurs. Parce que c'est aussi un feedback que j'ai eu de plusieurs auteurs. Ben, le week-end en tant que tel, le samedi et le dimanche, c'est un peu la folie. Vous êtes sous le feu de gens qui sont constamment en train de jouer à votre jeu. Et du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment un moment pour discuter un peu entre auteurs. Cette soirée d'ouverture, c'est aussi le moment de discuter un peu avec vos voisins de table, d'apprendre à connaître qui est qui, de voir, ah ben tiens, toi aussi, tu es sur Bruxelles, tu designes du jeu, ou tu fais partie d'un collectif, ou tiens, je t'ai vu sur un autre festival. C'est un chouette moment pour faire un peu de networking. Donc voilà, c'est un petit peu le processus depuis les inscriptions jusqu'au festival en tant que tel. Oui, et moi j'ajouterais encore que du coup c'est le public qui désigne le vainqueur de la protozone, ce qui n'est pas le cas dans tous les festivals où parfois c'est un jury aussi finalement qui désigne le vainqueur. Chez nous, ça nous tenait à cœur que ce soit vraiment le public qui élise notre meeple d'or, pardon. Oui, tout à fait. Et vas-y, Axel.
Mais je voulais ajouter quelque chose là-dessus que je n'avais pas dit, c'est que si je trouve que je vais un peu te lancer des fleurs, Alexis, je ne sais pas si c'est toi qui as mis le truc en place, mais je pense que la façon dont le système de vote, etc., est fait, en tout cas en 2019, je ne sais pas pour les années d'avant, mais était très bien fait, dans le sens où parfois on a des festivals où quand c'est le vote du public, c'était par exemple, ce jeu-là a reçu 50 votes et ce jeu-là en a reçu 40, et ben, celui qui a reçu 50 votes va gagner. Mais en fait, ce qui est mis en pondération au Brussels Game Festival, c'est qu'en fait certains jeux sont plus longs et d'autres sont plus courts. Donc quelqu'un qui a un jeu qui dure 10 minutes a beaucoup plus de chances de recevoir plus de votes que quelqu'un qui a un jeu qui dure 3 heures, par exemple, pour prendre des exemples extrêmes. Et donc du coup, au BGF, il y a un système en place entre tu reçois plus de points si tu as été voté en tant que premier et puis un petit peu moins en tant que deuxième, un petit peu moins en tant que troisième. Et les gens aussi qui votent sont obligés de jouer à minimum 3 prototypes, ce que je trouve génial. Ça évite un petit peu le côté j'ai un ami qui passe, qui vote pour moi, quoi, tu vois. C'est vraiment le côté, je compare vraiment des prototypes et j'ai un minimum d'objectivité quand je vote pour mon choix premier, deuxième, troisième. Et donc voilà, je trouve que j'ai bien aimé ce côté pondération en fonction de la durée du jeu et de la position dans laquelle tu as été voté et de forcer les gens à faire au moins 3 jeux. Et je pense d'ailleurs, si je me souviens bien, que ces gens, de toute façon, qui rentrent leur formulaire pour voter, ont une chance de gagner un prix. Donc voilà, c'est pas non plus anodin. Vous pouvez, quand vous faites ça, si vous venez en tant que testeur, vous avez peut-être quelque chose à gagner. Donc ça peut être sympa, quoi. Ouais, tout à fait. Écoute, merci pour les fleurs. On a fait breveter le système de vote. Et s'il y a d'autres festivals qui nous écoutent, on veut bien échanger des infos. Toujours en train d'essayer d'un peu perfectionner ça. Mais merci. Et pour complémenter ça, vous l'aviez dit, mais donc le lauréat a un pass pour Cannes. Et donc, tous les trois, vous avez eu cette opportunité-là. Et donc, c'est quelque chose qu'on continue. C'est un bon partenariat qu'on a avec le Festival de Cannes. C'est un chouette festival aussi. C'est une bonne opportunité de donner plus de visibilité à votre jeu. Donc, c'est plutôt chouette. En effet. Et de mon côté, je dirais même que je remercie d'ailleurs, pardon, parce que je crois que, je ne sais pas si c'était normal, mais vous avez aussi fourni un pass pour l'illustrateur du jeu qui est venu avec moi. J'ai vraiment apprécié ça. Vous avez... Oui, donc Cannes offre un pass et du coup, voilà, comme vous étiez deux à avoir votre nom sur le jeu cette année-là, on s'est dit que c'était mieux. Bon, je pense qu'on arrive doucement à la fin de ce live. Bon, d'abord, évidemment, je voulais tous les trois vous remercier. C'est super chouette de vous avoir eu. Et c'est clair qu'on va continuer à suivre votre activité ludique dans les semaines et les mois qui viennent. Je voulais aussi refaire une petite pub pour la Protozone Online de cet après-midi pour les gens qui seraient connectés entre-temps. Donc, ça se passe dans 5 minutes. On commence en fait, on va pas traîner. Ça se passe sur Discord. Donc, il y a le lien qui est sur le site web. On va aussi reposter le lien sur Facebook. Le prérequis, c'est d'avoir Tabletopia ou Tabletop Simulator. Et Tabletopia, en tout cas, lui, est gratuit. Donc, si vous n'avez aucune idée de comment faire, cliquez simplement sur le lien Discord. Vous vous retrouverez sur le serveur. Et là, on va vous expliquer un petit peu. Je serai là pour vous guider, un petit peu vous expliquer comment ça se passe. Cette année, on a 8 jeux online. Et je les ai tous, entre guillemets, playtestés, ou en tout cas, jeté un petit coup d'œil. On a vraiment des très, très chouettes jeux. La qualité, je trouve, est vraiment au rendez-vous. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre, à venir voir comment ça se passe. Et aussi, si vous avez par la suite envie de continuer à interagir avec les auteurs, eux sont super demandeurs. Donc, c'est aussi l'occasion de peut-être jouer par la suite, etc. Comme je l'avais dit, on réitérera sans doute l'événement. Et certains d'entre vous, Axel et Brian, vous avez déjà un jeu online. Donc la prochaine fois, on aura la chance de pouvoir jouer à votre jeu également. Bon, mais encore merci pour votre participation. Merci à vous. Vraiment, vraiment chouette de vous avoir. Chouette discussion. Ça donne envie de ressortir le jeu. Voilà, comme quoi, on n'entend jamais un projet d'un proto. Ouais, non, comme tu montres, Genesia, c'est marrant, mais ouais, c'est 2017, c'était ça. Oui. Ouais. Comme quoi, c'est bien parfois de prendre du recul et revenir aussi sur les jeux, c'est important. Ouais. Oui,
Tout à fait. Tu es le bienvenu pour une nouvelle édition. Et donc, bon courage aussi à Axel, donc, qui est tout le week-end sur Orléans Jeux Ouais, pour merci, présenter Axel. son jeu. Merci. Ouais, bonne On chance. croise les doigts. Et quand tu reviens, Bah, en tout cas, merci. je suis chaud de le tester. Pareil. Bah, avec plaisir, du coup, vous ne l'avez pas encore essayé. Donc, mi-septembre, j'ai commencé à faire des playtests à l'aveugle. Donc, du coup, ajoutons-nous sur les réseaux sociaux, si ce n'est pas encore le cas, parce que je suis déjà, je pense, avec Guillaume, on est déjà amis, il me semble, sur Facebook. Ajoutons-nous et je vous enverrai un petit message. Et c'est toujours plaisir d'avoir des auteurs ou des éditeurs dans les playtests. Il y a toujours des bonnes choses qui en ressortent. Donc, voilà, avec plaisir. Je suis d'accord. Et là, en même temps, surtout amener votre jeu, on fera une petite après-midi tous ensemble. Parfait. Si nos auditeurs veulent nous rejoindre, ils peuvent vous trouver aussi sur les réseaux sociaux, je pense. On a déjà partagé quelques liens. Oui. Bye bye, merci beaucoup. Hein. Prenez soin de vous. Au revoir. Prenez soin de vous. Voilà. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes. Je ne sais plus, j'ai pas le programme sous les yeux. Donc, ne quittez pas le live. En tout cas, il y aura des vidéos pour vous faire attendre nos prochains retours de nos têtes, où ce sera Charlotte qui reviendra. Ok. Salut. À bientôt. Ciao.